Depuis plus de 24 heures, on essaye de contacter, solliciter les députés qui sont, comme vous, favorables à cette loi pour pouvoir évidemment avoir un débat sur ce sujet. Bien Force est de sûr. constater qu'il est difficile que d'avoir un député qui est voté pour. Et vous, vous avez fait le choix de nous répondre favorablement. Donc c'est un honneur de vous avoir. Et c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Sacha Houlié, d'ailleurs, je vais me tourner tout de suite vers vous. Est-ce que ça a été un choix évident? Et pourquoi avoir décidé de voter favorablement donc, à cette loi dite sur la fin de vie? Alors évident, d'abord c'est une construction, c'est quelque chose que l'on réfléchit, que l'on travaille, puisque moi j'ai y compris visité les services de soins palliatifs du CHU de Poitiers, avec de nombreux soignants qui ont éclairé cette décision. Évident, pas forcément non plus, puisque c'est aussi une construction par rapport à la Convention citoyenne sur la fin de vie qui a eu lieu il y a de cela maintenant 4 ans. Et puis évident, il y avait aussi plusieurs lectures à l'Assemblée nationale, de très nombreuses en réalité, puisqu'il n'y avait pas de procédure accélérée sur ce texte. C'est le cas de tous les textes de bioéthique. Donc c'est une construction tout au long de la vie. Et en revanche, je n'ai pas hésité sur mon vote, puisque c'est un vote que j'ai réitéré lors de toutes les lectures qui ont eu lieu à l'Assemblée, la première, la deuxième, la nouvelle et enfin la dernière qui a eu lieu hier. Sacha Houlié, moi je suis toujours en toute transparence et avec les auditeurs et avec nos chroniqueurs, les responsables politiques aussi avec lesquels on peut échanger. Ce matin, dans l'édito que je proposais sur CNews et Europe 1, je me posais cette question: dans quelle société malade, soigner et donner la mort deviennent les deux faces d'une même pièce? Comment vous expliquer à ceux qui ne comprennent pas ce choix, ce vote, qui ne comprennent pas comment l'administration de la mort est devenue légale en France? C'est moins donné qu'accompagné, parce que vous ne pouvez pas voir cette proposition de loi sans la décorréler de celle qui a été déjà adoptée au mois de mai et qui vise à renforcer la stratégie des soins palliatifs français avec des crédits qui vont doubler dans les prochaines années, de 2026 à 2034, puisque c'est 1,8 milliard d'euros qui vont être consacrés à ces politiques publiques, et avec la création d'une unité de soins palliatifs, y compris en matière pédiatrique. Alors je rappelle tout de même que pour la fin de vie, ça n'est pas ouvert aux mineurs, mais qu'il y aura une unité de soins palliatifs dans tous les départements de France d'ici 2030. De ce point de vue-là, on a effectivement cette proposition de loi qui avait déjà été adoptée en mai, et donc la proposition de loi sur l'aide active à mourir, qui, elle, n'a pas fait l'objet d'accord entre le Sénat et l'Assemblée, était plus tardive dans son vote. Mais de toute évidence, il y avait une consultation populaire assez large, il y a des conditions qui sont extrêmement strictes et qui sont par ailleurs précises. Il y a la question du consentement réitéré, il y a l'avis médical collégial, bref, il y a toute une série de dispositifs et de procédures qui ont été mises en place pour accompagner la fin de vie d'un patient qui, de toute évidence, dans le cadre de la procédure que nous avons mis en place, est un terme assez bref condamné. Vous avez parlé des visites que vous avez pu faire au CHU de Poitiers en soins palliatifs. Il s'avère que j'ai pu recevoir ces dernières semaines bon nombre de médecins en soins palliatifs et peut-être que là on trouvera un terrain d'entente, à savoir que dans les services de soins palliatifs, une grande majorité des soignants sont défavorables à cette loi. Et justement, s'ils sont aujourd'hui et s'ils dédient leur vie aux patients dans leurs derniers moments et dans ces soins palliatifs, c'est qu'ils ont une idée de la médecine, une haute idée de la médecine qui est de ne pas administrer la mort. Je le disais, monsieur le député, et encore une fois, je vous remercie d'être en direct avec nous. Vous êtes député Place Publique de la Vienne. Vous avez voté pour la loi sur la fin de vie. On est également avec Laurent Frémont. Laurent Frémont, vous êtes enseignant en droit constitutionnel à Sciences Po. Quel regard vous portez sur le vote qui a été fait hier, et ensuite va s'engager un échange? Alors c'est pas facile puisqu'il est par téléphone, mais je vais me taire, on va se taire et on va vous écouter. Vous avez besoin d'échanger aussi avec les députés de notre nation. Laurent Frémont. Bonjour monsieur le député, j'ai Bonjour. beaucoup de respect pour votre fonction et j'avoue que c'est un sujet difficile sur lequel il est compliqué d'avoir une position claire, mais à vous entendre là, j'ai pas l'impression qu'on ait lu le même texte, parce que vous parlez d'un geste létal qui serait ouvert à des personnes en fin de vie. Or, ce n'est pas le cas. Vous le savez, on parle de phase avancée, ce qui ne veut rien dire pour les maladies graves.
ce qui concerne environ 1,5 million de personnes en France. On parlait d'une procédure collégiale, mais en réalité, le médecin qui reçoit la demande, qui l'examine et qui l'exécute est la même personne. Il n'y a pas de deuxième avis contraignant. Le deuxième médecin n'est même pas obligé d'examiner la personne. Vous parlez de délai sécurisé, mais il y a 48 heures de délai de réflexion. On ne peut pas dire que ce soit un texte sécurisé, enfin, indépendamment du fond. Moi, je pense que ce n'est pas le rôle de l'État de décider qui doit vivre ou qui doit mourir. Mais je pense qu'on est bien éloigné d'une éventuelle intention de trouver une solution d'exception. Mais on est véritablement sur une loi de masse, aux critères très flous, une loi très mal écrite. Et comme vous l'avez dit, je me réjouis que les deux textes soient séparés, parce que c'était l'intention initiale, très en même temps, de mettre au sein d'un même texte les soins palliatifs et la mort provoquée, en parlant d'une voix française. Enfin, c'est très macronien de vouloir assembler les contraires. Je me réjouis vraiment que la loi de soins palliatifs ait été adoptée quasiment à l'unanimité il y a un mois, mais là on voit bien sur ce texte controversé qu'on a une très faible majorité, que le Sénat l'a refusé à 3 reprises. Et donc c'est un peu dommage que sur un texte de cette nature, sur lequel on a toujours su trouver un consensus, il faut rappeler que la loi Leonetti a été adoptée à l'unanimité des 2 chambres, c'est très rare. Je trouve ça un peu regrettable de voir ce passage en force, au prix d'une alliance d'ailleurs assez bizarre avec l'extrême gauche. Une forme de passage en force qui, à mon avis, va laisser des traces, parce qu'on ne peut pas adopter un texte d'une telle gravité avec une majorité aussi faible. Sacha Houlié, si vous souhaitez réagir. J'ai avoir un point de convergence avec vous lorsque vous avez dit que ça n'est pas le rôle de l'État de choisir ce genre de choses, mais en fait le rôle de l'État, c'est, en tout cas le rôle du législateur, c'est celui d'organiser les libertés. Et le texte que nous avons voté, il ouvre une opportunité, il crée une liberté pour celles et ceux qui souhaitent s'en saisir, qui souhaitent organiser la fin de leur vie dans les conditions qui sont énumérées et sur lesquelles je vais revenir. En revanche, il n'impose rien à personne et certainement pas d'en finir. Et de ce point de vue-là, donc ça n'est évidemment pas le rôle de l'État. Là où je vais, en revanche, pas forcément être d'accord avec vous, enfin, en tout cas où je vais avoir un avis divergent du vôtre, c'est sur d'abord la question de la majorité, ensuite celui de la légitimité, et enfin sur les conditions qui ont été celles du texte. Sur la majorité, il y a d'abord un écart de 50 voix. Alors ça peut être lu comme mince, mais à la lumière des textes que nous examinons aujourd'hui dans un Parlement en majorité relative, c'est une majorité absolue et donc elle se dégage assez manifestement comme l'avis de l'Assemblée nationale. Si vous me permettez, Sacha Houlié... D'ailleurs, c'est dans un processus où les députés sont l'émanation du suffrage universel direct, là où les sénateurs sont l'émanation du suffrage universel indirect. Si vous me permettez juste une chose, Sacha Houlié, pour être parfaitement clair pour les auditeurs d'Europe 1, tous les députés n'étaient pas présents dans l'enceinte, puisque vous avez 291 députés qui ont voté pour, 241 contre, c'est donc 532 députés qui se sont prononcés sur ce texte. Alors, ajoutez tout de même les 28 abstentions, ce qui nous porte à 550 sur les 577. J'entends, mais si vous prenez 291 pour sur 577 députés, c'est donc une majorité, si on l'imagine ainsi, 291 sur 577, c'est 50,4%. Et je n'avais pas cette notion-là que pour la loi Leonetti, il y avait eu un vote à l'unanimité des 2 chambres. Donc vous conviendrez que cette loi-là n'a pas eu le même consensus, n'a pas forcément la même légitimité symbolique, je veux dire, puisqu'elle est légitime, puisqu'elle a été votée. Mais c'est pas la même teneur. Je vous le concède bien volontiers, et je vous déclare également que les chambres qui ont voté la loi Leonetti n'avaient pas la même diversité d'opinions ou la même représentativité que celle que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez entièrement raison. Alors, en la pression ou pas, mais ça c'est le sujet. Et par ailleurs, dans le cadre d'une procédure qui, pour le coup, est une procédure de dernière lecture, c'est-à-dire du dernier mot à l'Assemblée, ce qui, à ma connaissance, n'était pas le cas pour la loi Leonetti, puisqu'on était sur une procédure de CMP dans ce cadre-là. Je reviens juste très rapidement sur les conditions, sur la définition de la phase avancée. Moi, j'ai un désaccord avec ce que vous avez dit, monsieur le professeur, puisque la phase avancée de la maladie, elle reprend la définition qui a été donnée par la Haute Autorité de Santé dans son avis du 6 mai 2025. Donc elle est fondée sur un caractère irréversible de la maladie, avec une aggravation de l'état de santé de la personne et avec une affectation durable du niveau de vie. Okay. Quant à la question de la motivation de la personne qui a recours à cette procédure,
C'est une procédure où le médecin rend effectivement un avis motivé et il y a une réitération du consentement 48 heures, dans les 48 heures qui suivent. Mais il y a déjà un premier consentement qui a été donné et donc il y a une phase qui est une phase durable d'expression de la volonté d'en terminer, ce qui de toute évidence, cette phase durable est essentielle puisqu'on sait aussi la volatilité qu'il peut y avoir dans la décision de certains de ces patients et réserver une phase qui dans la procédure dure au moins un mois pour le patient de pouvoir décider de son sort, c'était important. C'est également un des points qui nous avait été remonté par les services de soins palliatifs sur cette expression du consentement. Monsieur le député, est-ce que vous avez encore un peu de temps parce qu'on doit faire une courte pause et encore une fois, c'est un sujet tellement important qu'il me paraît essentiel de mettre entre parenthèses les autres actualités et si on doit passer l'heure ensemble à débattre, échanger et poser toutes les questions. Sacha Houlié, je ne veux pas vous prendre en traître entre guillemets bien sûr, mais vous avez beaucoup d'auditeurs qui souhaitent peut-être réagir et nous essayerons aussi, chers auditeurs, si vous souhaitez peut-être poser des questions au député Houlié qui est avec nous, n'hésitez pas à prendre votre téléphone 01 80 20 39 21. Est-ce que vous accepteriez, monsieur le député, de répondre à des questions d'auditeurs qui vont nous appeler dans les prochaines minutes et nous consacrons une large partie de notre émission à ce vote historique hier à l'Assemblée nationale. La proposition de loi dite sur l'aide à mourir a été adoptée hier après-midi par les députés par 291 voix contre 241 et 29 abstentions. Et c'est vrai que c'est un tournant historique dans notre société et dans notre rapport à la vie, notre rapport aussi à la mort, à comment on accompagne, on soigne les plus fragiles. Sacha Houlié, le député de la Vienne, député Place Publique de la Vienne, a voté pour la loi sur la fin de vie et est notre invité, tout comme Laurent Frémont, enseignant en droit constitutionnel à Sciences Po et farouchement contre cette proposition de loi. Je vous propose 2-3 réactions. Charles Rodwell, député Renaissance, parce que pas tous les députés Renaissance n'ont pas voté cette loi. Dans quelques années, nous regarderons, a-t-il écrit, en arrière, vers ce jour où le Parlement a adopté la proposition de loi légalisant l'aide active à mourir, et l'histoire donnera raison à tous ceux qui, contre vents et marées, ont refusé d'ouvrir la boîte de Pandore. Je vous propose d'écouter Bruno Retailleau qui a réagi hier. Bruno Retailleau qui était l'invité de BFM et qui parle d'une loi d'abandon. Nous l'entendrons dans quelques instants. Dominique est avec nous car, chers auditeurs, si vous souhaitez poser toutes les questions à nos invités, n'hésitez pas à prendre votre téléphone au 01 80 20 39 21 et Dominique est avec nous, elle nous appelle de Normandie. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Elliot. Écoutez, je suis très contente de vous avoir. Je vous écoute tellement tout le temps sur CNews, sur Europe 1. Écoutez, merci de nous suivre attentivement, cher Dominique. Voilà, je voulais intervenir parce que moi, j'étais quand même très étonnée qu'on propose plutôt une loi, plutôt proposer la mort que le soin. Moi, j'ai été autrefois infirmière en soins palliatifs et je voulais savoir si il voudrait plutôt développer des soins palliatifs parce que c'est un peu difficile, de tout de suite demander à des gens en 48 heures de prendre une décision, excusez-moi, je suis un peu émue par le... Mais... voyez ce que sur un sujet aussi sensible, on peut comprendre bien évidemment votre émotion, Dominique, surtout en étant infirmière et infirmière en soins palliatifs. Sacha Houlié, le député de la Vienne qui est avec nous, rappelait juste avant cette courte pause que la loi visant à développer les soins palliatifs avait été décorrélée de celle qui administrait la mort et qui a été votée ce qui n'était pas le cas au début. Jules Torres dit que ça n'était pas le cas, à juste titre, vous le dites, ça n'était pas le cas au début. Dominique, est-ce que vous avez une question à poser à Sacha Houlié ? Justement, je voulais demander, est-ce que vraiment ils vont développer des soins palliatifs ? Parce que moi, autrefois, quand j'ai travaillé, on les avait pas vraiment développés. Ça coûtait c'était un coût énorme. Et vu l'état de la France actuellement, je me demande
si ça va être possible d'augmenter encore plus les soins palliatifs. Sacha Ollier, la réponse du député que vous êtes. Bonjour madame. Alors, il y a effectivement des crédits qui sont alloués dans la loi qui a été votée et qui est promulguée le 26 mai 2026, donc il y a 2 mois de cela désormais. J'avais évoqué les 1,8 milliard d'euros qui sont consacrés à l'ouverture d'au moins une unité de soins palliatifs par département et avec un objectif d'atteindre un minimum de 2 unités par région. L'échéance fixée pour ça, c'est la fin de l'année 2030. Sur ce que vous aviez dit sur le sujet de la décision qui doit être prise par le malade dans un délai de 48 heures, je voudrais vous apporter une précision, puisque le patient qui remplit les conditions et dont le médecin doit vérifier qu'il remplit les conditions, il présente une première demande, le médecin examine sa demande, il réunit un collège de professionnels, ensuite il a 15 jours après la réunion de ce collège de professionnels pour donner son avis, et ça n'est qu'après l'avis du médecin que le patient qui a présenté une première demande doit la confirmer dans un délai de 48 heures. Donc on a bien un délai qui est suffisamment, enfin en tout cas qui est organisé pour être long, pour que le patient qui se ravise puisse le faire, et ce à tout moment de la procédure. C'est-à-dire que même s'il se ravise à la toute fin de la procédure, il peut finalement renoncer à l'aide à mourir, quand bien même il l'a sollicité à plusieurs reprises dans le processus. Bien sûr, allez-y, Laurent. Apporter une précision, mais on parle de 15 jours maximum. Donc c'est un délai qui est maximal, et donc ça peut être bien moindre, et sachant encore une fois qu'on ne réunit pas de collège pluriprofessionnel, parce que tout ça peut s'opérer à distance et sans examen du patient. Et sur votre deuxième point, encore heureux que la personne puisse se raviser, même si on a vu notamment récemment au Canada une personne qui le jour dit ne voulait plus bénéficier de l'euthanasie et qui a été poussée par ses proches et par les soignants. C'est tout le problème d'une procédure létale. À partir du moment où on entre dans un processus, évidemment qu'on est poussé à aller jusqu'au bout. La question qui se posait, c'est est-ce que dans ce processus de collégialité, et je mets des guillemets à collégialité puisque il y a le médecin généraliste qui suit le patient et qui va donc suivre la procédure d'euthanasie ou de suicide assisté, mais il doit avoir également un avis de 2 autres professionnels de santé. Mais parmi ces professionnels de santé, il n'y a pas une obligation, par exemple, à avoir un psychothérapeute ou un psychiatre. Non, alors on a effectivement un avis qui n'est pas contraignant d'un autre médecin, qui n'est pas obligé d'examiner la personne. Donc vous pouvez appeler un collègue qui vous donnera son avis et même pas en tenir compte, puisque ça n'est pas contraignant. Et effectivement d'un autre soignant ou auxiliaire médical. Et donc c'est une catégorie assez large. Et encore une fois, sur des personnes qui ne connaissent pas la personne, des personnes qui ne font pas partie de l'équipe soignante. Et ce qu'on voit dans les autres pays, c'est que généralement certains médecins se spécialisent dans cet acte et deviennent un peu des référents. Et avec, je pense, une question psychologique très lourde pour ces médecins qui vont devoir assumer et effectuer plusieurs actes létaux assez régulièrement. Et donc je pense que bien loin de renforcer les droits des patients, là on renforce une forme de toute-puissance médicale contre laquelle on se bat depuis des décennies, mais malheureusement c'est aujourd'hui un retour en arrière. Je vous propose d'écouter... Allez-y Sacha Ollier, député de la Vienne, qui a voté favorablement pour la loi sur la fin de vie. C'est un point où je ne serais pas forcément en accord avec ce qui vient d'être dit par vous, monsieur le professeur, parce que d'abord, le médecin qui réunit le collège, il se réunit avec un spécialiste de la pathologie, donc qui doit connaître de l'état de santé du patient en lien avec l'affection qu'il présente, et puis il doit se réunir aussi avec un soignant, qui certes peut être un paramédical, mais qui, dans les conditions posées par le texte, est un paramédical qui intervient dans le traitement. Non, et donc il est écrit « ou à défaut un autre auxiliaire médical ». Mais qui intervient dans le traitement. Non. Mais c'est là où, pardon, mais c'est un texte qui est excessivement mal rédigé, et sur un sujet comme ça, je pense qu'il aurait fallu un peu plus de sérieux. Alors, sur les travaux du législateur, il a été clairement explicité que c'était pour le coup, le paramédical en question était un intervenant auprès du patient qui présente la demande. Voilà. Non, il est bien écrit, ou à défaut d'un autre auxiliaire. Et on voit là aussi une difficulté tout de même, et ce qui peut-être explique le manque de consensus jusque à l'intérieur de la société, c'est-à-dire cette division qui peut se faire. Vous êtes sûr de vous, le Frémont ? Tout à fait. Bon.